Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Après la confirmation en Guinée-Bissau par la commission électorale de la victoire d'Umaro Sissoco Embalo, la Cour suprême exige toujours un recomptage des voix du second tour de l'élection présidentielle. De son côté, la CEDEAO dépêche une mission spéciale sur place. Les élections législatives et municipales au Cameroun annoncées sous haute sécurité policière et militaire. Le scrutin se tient le 9 février. Le Soudan et la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour souhaitent réactiver le mécanisme de sécurité conjoint dans la région. Une décision qui intervient un mois après les violences meurtrières à El Geneina, capitale de l'État du Darfour Ouest. South African Airways, deuxième compagnie aérienne d'Afrique, au bord de la faillite. La compagnie qui emploie plus de 5000 personne a été placée sous tutelle d'un administrateur financier pour être sauvée. Eh bien, une banque publique, la Banque de développement d'Afrique australe, indique mobiliser près de 240 millions de dollars en faveur de la compagnie aérienne sud-africaine. À noter que la dette de la compagnie est d'environ 660 millions de dollars. Merci beaucoup. Merci. L'Afrique, un continent convoité, l'exemple de la Chine est emblématique à bien des égards. Les États-Unis comme la France, quant à eux, jouissent d'une présence sur le continent africain qui est bien plus ancienne. Il y a également d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou encore la Russie. Ange Bijou Nomenio. Les opérations de séduction n'en finissent pas. L'Afrique est sollicitée de part et d'autre. Après la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, c'est au tour de la France et de la Turquie de dérouler le tapis rouge. Ces deux pays vont organiser au mois d'avril et juin 2020 des sommets internationaux. Depuis pratiquement le début des années 2000, il y a comme une sorte de retour vers le futur en Afrique. C'est un continent où il y a une croissance qui se trouve quand même entre 4 et 4,3%, si on prend simplement entre 2000 et 2017. La deuxième chose, je pense aussi, c'est la réalité du potentiel africain qui n'a jamais été démenti. Les ressources naturelles, elles sont là. La croissance démographique, qui représente aussi une opportunité. C'est une population qui est jeune. L'attention portée au continent africain s'explique en grande partie par ses performances économiques. Le taux de croissance est estimé à 3,6% en 2020. L'inflation devrait s'atténuer et le fardeau de la dette se stabiliser. Les récentes découvertes de mannes pétrolières attirent également les grandes puissances. Il y a des possibilités. Il s'agit simplement de faire en sorte que ces possibilités sur le plan commercial, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, ne soient pas à sens unique et dans l'intérêt exclusif de nos partenaires. Il faudrait que dans cette nouvelle logique-là, que nous puissions faire en sorte que les balances commerciales africaines aussi profitent et que la transformation du continent et la distribution de la croissance dans toutes les strates de la société deviennent une réalité. L'Afrique est sans doute le continent de l'avenir, mais le rapport de force est loin d'être acquis avec le reste du monde. Les défis restent importants, surtout en matière de gouvernance et de gestion des ressources pour une répartition équitable des richesses. C'est la confusion toujours en Guinée-Bissau autour des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Umaro Sissoco Embalo a été déclaré vainqueur face à Domingo Simões Pereira selon les résultats provisoires de la commission électorale. Mais quelques jours après, la Cour suprême a ordonné un recomptage des voix, surveillant de très près cette élection et ayant même félicité Umaro Sissoco Embalo. La CEDEAO, à son tour, s'est exprimée et a décidé d'envoyer une mission chargée d'évaluer la situation post-électorale. Un sujet de Richard Togbe, Paul de Singwe et les commentaires d'Aïssatou Diamanka-Besland. Après avoir félicité prématurément Umaro Sissoco Embalo, la CEDEAO fait rétro-pédalage et dépêche une mission à Guinée-Bissau, une mission qui fait suite à la décision de la Cour suprême bissau-guinéenne du 24 janvier 2020, ordonnant le recomptage des voix après les résultats provisoires de la présidentielle proclamés par la CENI. Une décision qui semble prendre de court l'organisation sous-régionale, dont une délégation avec à sa tête le président de la commission, Jean-Claude Cassibrou, qui se rendra ce jeudi 30 janvier en Guinée-Bissau. Je dis toujours à nos partenaires internationaux
que la définition que moi j'ai de la communauté internationale, c'est nos partenaires qui nous aident à bâtir des institutions fortes, des institutions démocratiques fortes. Alors, ce n'est pas à eux de nous juger, c'est à eux de nous aider à que ces institutions démocratiques soient consolidées. La CEDEAO se range-t-elle derrière la décision de la Cour suprême bissau-guinéenne? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, la victoire d'Oumarou Sissoko Embalo est désormais remise en cause et le processus électoral relancé. Une relance qui fait jubiler le camp de Domingos Simoes Pereira, qui a toujours revendiqué la victoire. La Cour suprême de justice a très clairement indiqué qu'elle n'avait pas toutes les informations, et notamment des procès-verbaux correspondant aux règles qui sont fixées pour pouvoir indiquer, disons, la fin du contentieux électoral. Et à partir du moment où la Cour suprême de justice est dans son rôle, je crois qu'effectivement, il me semble raisonnable d'attendre que la Cour suprême de justice se prononce sur ces documents avant, évidemment, de pouvoir estimer que le président sorti des urnes, tel que la commission électorale a indiqué, est vraiment le président du pays. Pour rappel, le candidat du MADEM G15 avait été déclaré vainqueur par la commission électorale avec 53,55% des suffrages contre 46,45% pour le candidat du PAIGC, Domingos Simoes Pereira. L'homme avait alors aussitôt saisi la Cour suprême, évoquant de graves irrégularités. Dans la foulée, la CEDEAO avait précipitamment félicité Omar Sissoko Embalo et souhaité que son investiture se fasse rapidement. La campagne en vue des élections législatives et municipales camerounaises du 9 février se poursuit et à l'approche de ces scrutins et dans un pays qui fait face aux défis sécuritaires, le risque d'une perturbation du processus électoral demeure bien présente. C'est ainsi que les autorités camerounaises se préparent à renforcer le dispositif sécuritaire. Nathalie Mo. Les élections municipales et législatives du 9 février 2020 vont bénéficier d'un dispositif sécuritaire spécial. Le renforcement de la présence militaire et sécuritaire sera particulièrement accru dans la partie nord du pays, soumis à la menace terroriste de Boko Haram, et dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, en proie à la crise anglophone. À titre d'illustration, 2 contingents de 350 gendarmes chacun ont été déployés dans ces 2 régions pour assurer la sérénité pendant la tenue du double scrutin à venir. Sur très haute instruction du chef de l'État, chef des armées, un dispositif sécuritaire spécial et conséquent sera déployé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avant, pendant et après le double scrutin du 9 février 2020. La vigueur de l'État sera mise à contribution contre tous ceux qui tenteront d'empêcher les autres d'aller voter. Seulement, malgré les efforts du gouvernement en matière de sécurité, des menaces sécuritaires dans ces régions persistent. En effet, dans la journée du 7 janvier 2020, des affrontements violents ont été signalés dans la ville de Kumbo, située dans le nord-ouest du pays. De plus, à cause des déplacements massifs des populations des zones en conflit, des observateurs s'interrogent sur le taux de participation à ces consultations électorales. Je pense qu'il y aura une participation, par exemple, dans le Fako, une partie de la Mesam, dans la Ndongamantoum. Maintenant, dans les départements du sud de la Momo et le nord de la Magnou, il peut toujours avoir des problèmes. Le centre de Bouy, il y aura des problèmes, mais la participation serait mieux plus qu'au présidentiel, parce que ce sont les élections de proximité. En décembre 2019, le président de la République, Paul Biya, a promulgué la loi sur le statut particulier des régions anglophones du Cameroun, l'une des principales résolutions issues du grand dialogue national. Le gouvernement, pour sa part, reste mobilisé pour atténuer les tensions dans ces régions. Les autorités soudanaises, craignant que le Darfour ne fasse échouer le tout nouveau gouvernement de transition en raison de l'insécurité, l'État soudanais et la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour souhaitent réactiver le mécanisme de sécurité conjoint dans la région, le Darfour déchiré par un conflit depuis maintenant 16 ans. Nelly Claude Bessa.
La région du Darfour au Soudan disposera bientôt d'un mécanisme de coordination de sécurité. L'accord pris conjointement avec la mission de maintien de la paix de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour, MINUAD, et le gouvernement soudanais découle des incidents de pillage perpétrés dans les organisations travaillant au Darfour. Pour les autorités, ce mécanisme de sécurité conjoint permettra des consultations et des décisions rapides devant intervenir au Darfour. Pour pouvoir mettre en place une stratégie notamment de stabilisation dans cette partie du Darfour, il va falloir que le gouvernement du Soudan puisse impliquer toutes les ONG, les groupuscules communautaires et même le mouvement rebelle, dans le cadre notamment de la stabilisation de la paix dans cette zone. Il faut impliquer tous les acteurs, tous les protagonistes qui sont liés notamment à la gestion de la crise humanitaire. Le mécanisme conjoint comprend la MINUAD, l'équipe des pays des Nations unies, le ministère soudanais de la Défense, les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et les services de renseignement. Ce dispositif apparaît comme un élément clé pour une réponse immédiate commune aux défis sécuritaires. Il va falloir une véritable implication des communautés locales. Cela est très important. Il va falloir également que les ONG qui interviennent au Soudan puissent également respecter les procédures d'agrément pour que le statut d'observateur indépendant des acteurs humanitaires soit réaffirmé par le gouvernement des zones d'intervention de ces différentes ONG. Donc, il est donc évident que la feuille de route conjointe élaborée par l'Union africaine, et les Nations unies également par le gouvernement soudanais, pourrait être vraiment très effectif dans cette partie du Soudan. En rappel, le 22 janvier 2020, le personnel de l'Organisation internationale des migrations du Darfour a été attaqués, tandis que les locaux de l'organisation ont été pillés. Une exaction de plus qui porte à 5 le nombre d'organisations locales pillées depuis le début de l'année 2020. En République démocratique du Congo, à cause des finances publiques dont le déficit ne cesse de se creuser pour la Banque centrale, l'heure est donc à la rigueur. Objectif réduire le déficit d'un tiers entre octobre et la fin de l'année. Ce programme d'austérité vise notamment à obtenir un financement du Fonds monétaire international d'un montant de 360 millions de dollars. Fin 2019, le FMI avait répondu favorablement à ce financement. Le Ghana et ses bonnes perspectives économiques, mais le défi pour ce pays qui tire profit d'une économie riche en matières premières et de mieux répartir les fruits de sa croissance. Le Ghana, dont les récentes réformes visent à accélérer le développement et à réduire les inégalités. Aïssa Toubari. Le Ghana a entrepris depuis quelques années plusieurs réformes structurelles importantes, notamment l'adoption d'une loi sur la gestion des finances publiques, l'amélioration de la gestion de la dette et le renforcement du secteur bancaire. L'agence de notation Moody's vient d'ailleurs de faire passer à positive les perspectives du pays sur son profil émetteur d'obligations à long terme et d'emprunts non sécurisés. La décision d'attribuer une perspective positive reflète la confiance croissante de Moody's dans le fait que les institutions et les paramètres politiques du pays favoriseront une meilleure stabilité macroéconomique et budgétaire à moyen terme. Les découvertes récentes de pétrole au Ghana ont permis d'atténuer les difficultés rencontrées par le secteur agricole qui repose principalement sur les exportations de cacao. Le déficit public du Ghana s'est creusé pour atteindre 4,3% en 2019. Il est ressorti en baisse de 67,1% en 2019 avec une perspective de 64,8% en 2020. Les performances économiques sont au rendez-vous. Par le financement de son économie, l'effort qui est demandé maintenant au gouvernement ghanéen est de rendre la dette viable et soutenable par l'accroissement de la production de l'or, du pétrole, des produits agricoles de rente. Il faudrait investir dans le secteur agro-industriel porteur de croissance. Malgré ces améliorations, le Ghana fait toujours partie des économies d'Afrique subsaharienne qui présentent un risque de surendettement élevé. Sa dette représente 60% de son produit intérieur brut, dont 50% est libellé en dollars. La mobilisation fiscale progresse à 14,6% du PIB, mais reste inférieure à la moyenne régionale qui est de 18%, avec une base qui apparaît toujours aussi étroite. Un bilan lourd en Centrafrique, 35 morts selon la Croix-Rouge centrafricaine, 50 selon le préfet. Bilan terrible des affrontements intercommunautaires des 25 et 26 janvier entre miliciens pour le contrôle de la ville de Bria à l'est du pays. Depuis 2013, la Centrafrique est déchirée par une guerre qui a forcé plus du quart de ses 4,7 millions d'habitants à fuir leur foyer. Et malgré la signature de l'accord de paix il y a presque un an, 2 tiers du territoire échappent toujours au contrôle du gouvernement.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.